3 mois après le divorce, j'avais enfin recommencé à respirer comme un homme normal. La maison était silencieuse. Mon téléphone ne s'illuminait plus au milieu de la nuit avec des messages d'insultes hurlés en majuscules, et je n'avais plus besoin de prétendre que je n'avais pas vu ce qui crevait les yeux depuis des années. Ce matin-là, je me tenais dans la cuisine de mon nouvel appartement, versant du café noir dans un mug ébréché que j'avais déniché dans un dépôt-vente d'Emmaüs. L'endroit était presque vide. Pas de canapé, pas de table à manger, aucune décoration, juste des murs nus, un matelas posé à même le sol et quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis une décennie, la liberté. Mon téléphone s'est mis à vibrer sur le plan de travail. J'ai failli l'ignorer. Des numéros inconnus m'appelaient sans cesse depuis le divorce des journalistes, des avocats, des créanciers. Mais quand le nom s'est affiché sur l'écran, je me suis figée. Gérard Roche, mon ex-beau-père. Je n'avais pas entendu sa voix depuis le jour où il s'était tenu aux côtés de sa fille au tribunal pendant qu'elle me dépouillait de tout. Pendant un instant, j'ai envisagé de laisser sonner. Finalement, j'ai décroché. Avant même que je puisse dire un mot, il a hurlé dans le combiné, la voix tremblante de panique. « Marc, il faut que tu apportes 2,5 millions d'euros tout de suite. » C'est Élodie. Elle est en soins intensifs à l'hôpital américain. Il refuse de l'opérer si l'établissement ne reçoit pas un paiement d'avance. Je t'en prie, mon fils. Elle a besoin de toi. J'ai cligné des yeux lentement, laissant ces paroles flotter dans l'air entre nous. J'ai pris une longue inspiration. Pardonnez-moi, dis-je calmement. Qui êtes-vous ? Il y eut un silence de mort à l'autre bout du fil. Puis, j'ai raccroché. Pour comprendre ce moment, il faut revenir un peu en arrière. Je m'appelle Marc Lefebvre. Pendant 10 ans, j'ai été marié à Élodie Roche. Durant la majeure partie de cette décennie, j'ai cru qu'elle m'aimait sans condition, sans attente particulière. Je pensais que ce que nous avions était rare. Il s'est avéré que son amour était accompagné d'une facture très salée. La chute a commencé le jour où je suis tombée malade. Pas un simple rhume, pas du stress, quelque chose de bien pire. Un trouble dégénératif rare qui affaiblissait lentement mon corps, mais qui aiguisait mon esprit d'une manière que je n'aurais jamais soupçonnée. Je me suis mis en retrait de ma boîte de conseils à la Défense pour me concentrer sur mon traitement. Élodie, elle, s'est jetée sur mes comptes bancaires. Elle a imité mes signatures, transféré des actions, liquidé des actifs, tout en souriant avec douceur au conseil d'administration pour les rassurer que tout était sous contrôle. Quand j'ai fini par l'affronter à ce sujet, elle s'est penchée vers moi et m'a murmuré des mots qui resteront gravés dans ma mémoire. « Tu ne sers plus à rien. » Je l'ai fixé, sans voix. J'ai épousé un homme capable de bâtir des empires, a-t-elle poursuivi d'une voix mielleuse, pas un type qui galère à ouvrir une bouteille d'eau. Une semaine plus tard, elle me faisait signifier les papiers du divorce par huissier. Ce qu'elle ignorait, c'est que des mois avant cette confrontation, j'avais déjà préparé le pire. Un testament secondaire, une fiducie protégée et un avocat qui me redevait la vie après que j'ai financé l'opération de sa fille des années plus tôt. Élodie pensait m'avoir fermé la porte au nez pour toujours. Elle n'avait aucune idée qu'un jour, c'est elle qui se tiendrait devant, à supplier pour qu'on lui ouvre. Après avoir raccroché au nez de Gérard, je suis restée longtemps dans ma cuisine, laissant le calme retomber. Cet homme avait passé des années à me hurler dessus. D'abord dans mon dos, puis ouvertement en face, et enfin à travers sa fille. Maintenant, sa voix tremblait de désespoir. Je me suis versé un autre café. Après le divorce, Élodie et sa famille pensaient avoir tout raflé. Elle était repartie avec l'appartement du 16e arrondissement, la villa à Saint-Tropez et la sympathie de tout leur cercle social. Gérard avait obtenu l'accès à ce qu'il croyait être l'avenir financier de sa fille, ce qui revenait à siphonner chaque actif qui portait encore mon nom. Mais ma maladie m'avait changé. Elle ne m'avait pas détruit. Elle m'avait rendu précis. Pendant qu'ils célébraient leur victoire, je reconstruisais tranquillement ma vie dans un petit studio au-dessus d'une vieille librairie du quartier latin. 2 ordinateurs portables, un gestionnaire de fonds de confiance et une volonté de faire pour survivre. Et autre chose, des reçus. Chaque euro déplacé par Élodie avait été tracé. Chaque transfert documenté.
Chaque mensonge proféré au tribunal archivé. Chaque bijou de chez Cartier acheté avec mon argent photographié et horodaté. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Et quand ils ont pensé que j'avais sombré dans l'insignifiance, ils ont découvert que mon fonds fiduciaire, lui, était bien vivant. 2,5 millions d'euros dormaient dans un compte médical protégé, totalement verrouillé, accessible uniquement avec mon autorisation. Pas Élodie, pas Gérard, personne d'autre. Alors, quand Élodie a été transportée d'urgence pour une opération et que l'hôpital a découvert que sa mutuelle avait été résiliée parce qu'elle avait oublié de payer les primes lors d'une de ses virées shopping avenue Montaigne, ils ont soudain réalisé la vérité. Ils étaient fauchés, et la seule personne capable de les aider était l'homme qu'ils avaient enterré. J'avais attendu ce moment. Pas par rage, ni même par vengeance, mais par quelque chose de plus froid, de plus silencieux. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocat. Activez la clause 17, ai-je dit. Il y eut une pause. Vous en êtes certain? Oui. Voyons si son amant reste aussi fidèle quand l'argent disparaît. Il ne m'avait pas seulement trahi. Il m'avait enterré vivant, et j'avais passé des mois à creuser pour sortir de la tombe. La sonnette a retenti. Ce n'était pas Gérard. Quand j'ai ouvert, Élodie était là, à genoux. Elle portait encore les mêmes escarpins de luxe achetés avec mon argent, mais tout le reste en elle s'effondrait. Le mascara coulait sur son visage en traînées noires, comme de l'encre bavant sur du papier. Ce n'était pas la femme imperturbable qui s'entraînait à pleurer devant la glace avant les audiences au tribunal. Ces larmes-là étaient réelles. Marc, murmura-t-elle. Je t'en prie, elle est en train de mourir. Je n'ai rien dit pendant un moment. Le silence s'étirait entre nous comme une lame de rasoir. Elle n'était pas là pour obtenir mon pardon. Elle était là pour un virement. C'est marrant, finis-je par dire. Je me souviens de la femme qui a dit au juge que je l'avais abandonnée alors qu'elle pleurait dans un carré Hermès, tout en installant son amant dans mon lit une semaine plus tard. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai continué, et maintenant, tu veux 2,5 millions de la part de l'homme que tu as piétiné. Je sais qu'on a eu tort, dit-elle doucement, la voix chevrotante. Mais c'est ta fille aussi. J'ai incliné la tête. C'est vrai? Élodie a tressailli. Parce qu'on se souvient tous les deux de ce que tu as chuchoté la veille de notre mariage. Que si le timing ne collait pas, on dirait qu'elle était prématurée. Mon silence au fil des ans lui avait donné un dangereux sentiment de sécurité. Elle pensait que j'avais oublié. Je n'oublie jamais. Je tiens des registres. Je garde les chronologies. Je garde les preuves. Je me suis écartée, non pas pour l'inviter à entrer, mais pour révéler quelqu'un qui se tenait derrière moi, le capitaine Morel. Mademoiselle Élodie Roche, dit le policier en brandissant un mandat. Vous faites l'objet d'une enquête pour fraude financière et falsification de dossiers d'assurance maladie. Vous devriez appeler votre avocat. Élodie recula, titubante. Tu m'as piégée, murmura-t-elle. Non, répondis-je calmement. Tu t'es piégée toute seule le jour où tu m'as sous-estimée. Gérard est apparu au bout du couloir, montant les escaliers en courant, suivi par 2 hommes en costume. J'ai levé la main. Ils sont du conseil d'administration de l'hôpital, expliquai-je. Le prêt médical que vous avez falsifié à mon nom a soulevé quelques questions. Je me suis tournée vers le capitaine Morel. Ah, encore une chose. Dans ma main, je tenais la lettre qu'Élodie avait forgée pendant notre procédure de divorce, celle qui transférait toutes les dettes impayées sur mes épaules. Sauf qu'à présent, elle portait ses empreintes digitales. J'espère que ton amant s'est cuisiné en prison, dis-je doucement. Alors que les policiers s'avançaient, une jeune femme est sortie de derrière moi, Léa, mon assistante. Elle tenait un acte de fiducie qu'elle venait de retransférer à mon nom. Je n'ai jamais voulu de vengeance. Tout ce que je voulais, c'était la paix. Mais la paix ne pousse pas dans un sol empoisonné par la trahison. Après l'arrestation d'Élodie, son père a fait irruption dans mon appartement le lendemain matin comme un coup de tonnerre dans un ciel dégagé. Il a fracassé la porte. « Tu as détruit la vie de ma fille » hurla-t-il.
J'ai pris une lente gorgée de mon café. Non, répondis-je calmement. Elle s'en est chargée elle-même. Je me suis juste assuré que la vérité ne reste pas enterrée. Il a jeté un dossier sur ma table. À l'intérieur se trouvaient des rapports médicaux, des factures fabriquées et des formulaires d'assurance portant ma signature imitée. Tu as tout gâché, rugit-il. Elle avait besoin d'aide. Elle avait besoin de conséquences, rectifiai-je. Sa main a glissé à l'intérieur de son manteau, mais Léa avait déjà déclenché l'alarme silencieuse. On entendait au loin les sirènes de police. Tu paieras pour ça, grogna-t-il. J'ai déjà payé. Pendant 10 ans. J'ai ouvert un tiroir et j'ai fait glisser une clé USB sur la table. Une étiquette y était collée, pour le jour où ils reviendront. À l'intérieur se trouvaient des copies de chaque enregistrement audio qu'Élodie avait laissé derrière elle. On l'entendait rire avec son amant au sujet de l'argent, se moquer des tribunaux, se vanter du test de paternité qu'elle n'avait jamais eu l'intention de demander. Il n'a pas pris la clé. Il n'en avait pas besoin. La vérité se répandait déjà sur Internet, de manière anonyme et virale. Chaque fois que quelqu'un cherchait son nom, le mot « fraude » apparaissait à côté de son visage. Alors qu'il atteignait la porte, il s'est arrêté. Il s'est retourné vers moi et a dit une phrase qui m'a glacée, elle avait raison. Tu es dangereux. Je n'ai souri que parce que c'était nécessaire. Et puis, mon téléphone s'est éclairé. Un message de l'hôpital. La femme qu'Élodie prétendait mourante n'avait même jamais été admise. Elle n'existait pas. Tout cela faisait partie d'une mise en scène, un dernier plaidoyer pour me faire passer pour un monstre sans cœur alors qu'elle jouait les ex-épouses éplorées et trahies. Mais l'hôpital n'avait aucune trace d'elle. Pas d'admission, pas d'appel, rien. Élodie avait simulé toute cette crise juste pour m'extorquer de l'argent et de la pitié. J'en avais fini de jouer les gentils. J'ai sorti le disque dur de mon coffre-fort, celui que je n'avais pas touché depuis des années. Il contenait les images de la maison que je partageais autrefois avec Élodie, caméras cachées, journaux de sécurité, enregistrements audio de ses appels nocturnes. Je ne les avais pas installés par méfiance, mais par instinct de survie. Elle disait toujours, on ne sait jamais qui pourrait s'en prendre à nous. Il s'est avéré que c'était elle. Avec l'aide de mon équipe juridique, j'ai tout envoyé horodaté, vérifié et scellé à son employeur, au tribunal chargé de notre divorce et au conseil d'administration de l'association caritative auprès de laquelle elle mentait sur ses contributions financières. Et je ne me suis pas arrêtée là. Le nouvel homme pour qui elle m'avait quitté, je l'ai retrouvé. Un homme simple, disait-elle. Mais quand je lui ai montré de quoi elle était capable, comment elle utilisait de faux documents médicaux et manipulait tout le monde comme des pions, ses yeux se sont remplis de peur, pas d'amour. Elle m'a dit que tu l'avais abandonnée, murmura-t-il. Elle dit ça à tout le monde, répondis-je en lui tendant les procès-verbaux du tribunal. Il n'a plus dit un mot. Plus tard dans la soirée, Élodie a appelé. Sa voix, autrefois si arrogante, tremblait. Tu as tout gâché. Non, dis-je. J'ai juste tout exposé au grand jour. Puis j'ai raccroché. Le lendemain matin, j'ai trouvé une enveloppe noire sur mon paillasson. Pas d'adresse d'expédition. À l'intérieur, une seule phrase, tu aurais dû laisser le passé enterré. J'ai fixé l'enveloppe noire entre mes mains, cette unique ligne résonnant dans ma tête comme un tambour de guerre. Tu aurais dû laisser le passé enterré. Pas de nom, pas d'adresse, juste ces mots et un frisson qui s'est propagé dans ma poitrine. J'ai vérifié les caméras de surveillance. Rien. Celui qui l'avait déposé savait comment éviter mon système. Cela seul me disait qu'il ne s'agissait pas d'une menace prise au hasard. Je n'ai pas dormi de la nuit. Au matin, un souvenir a refait surface des profondeurs de ma mémoire. C'était un nom que je n'avais pas prononcé depuis des années. Julien Castan. Il travaillait avec Élodie, son collègue devenu un ami proche, l'homme que j'avais accusé d'avoir saboté la plus grosse fusion de mon cabinet avant qu'Élodie ne le défende de toutes ses forces. Elle disait que j'étais paranoïaque, que j'étais juste stressée, mais je me souvenais de ses yeux, de la façon dont il la regardait, de la façon dont il me regardait, comme si j'appartenais déjà au passé.
J'ai ouvert une vieille clé USB et j'ai ressorti les fichiers archivés des enquêtes internes de ma boîte. Julien Castan s'était volatilisé juste après qu'Élodie a demandé le divorce. Pas de préavis, pas de nouvelle adresse, comme s'il n'avait jamais existé, jusqu'à maintenant. Et puis la sonnette a retenti. J'ai regardé par l'œilleton. Un homme se tenait sur mon perron, la cinquantaine, costume légèrement froissé, tenant une mallette. Il n'avait pas l'air d'une menace, du moins physiquement, mais il y avait quelque chose dans son regard. Il a soulevé la mallette et a parlé calmement. « Monsieur Lefebvre, on m'a dit de vous livrer ceci. C'est de la part de Julien Castan. » J'ai ouvert la porte lentement. À l'intérieur de la mallette se trouvait une pile de dossiers, un téléphone prépayé et une seule photo. Élodie tenant la main de Julien, mais ce n'était pas une vieille photo. L'horodatage indiquait qu'elle avait été prise la semaine dernière. La photo m'a retourné l'estomac. Le visage d'Élodie, souriant, détendu, sa main dans celle de Julien. Ce n'était pas de la nostalgie. C'était une trahison avec une preuve de date. J'ai fixé le téléphone prépayé dans la mallette, il a sonné avant que je puisse décider de répondre. Il s'est arrêté, puis a vibré. Un message. Tu as 48 heures pour décider. L'offre tient toujours. Je ne savais pas encore quelle était l'offre, mais j'avais le sentiment que ce n'était pas pour les affaires. C'était un jeu, et Julien venait d'abattre sa carte. Je me suis tournée vers l'homme qui avait livré la mallette. « Qui vous envoie ?» Il n'a rien dit. Je me suis approchée. « Oh, je vous l'ai dit », finit-il par répondre. « Julien n'est pas celui que vous devriez craindre. C'est la personne qui se tient derrière vous. » Je me suis retournée brusquement. Personne. Le temps que je me retourne, l'homme était déjà à moitié chemin de la rue et la mallette était vide, il était parti. Mais j'avais toujours la photo et ce téléphone. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai appelé Thomas, le responsable de la cybersécurité de ma boîte, et je lui ai dit de tracer l'origine des messages. Il m'a promis des résultats pour le matin. Quand l'appel a pris fin, j'ai de nouveau fixé la photo. Puis je l'ai retournée, il y avait une inscription griffonnée à l'encre, ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de ce qu'elle nous a pris. J'ai marqué une pause. Ce qu'elle nous a pris, pas à moi. Il y avait quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je n'avais pas encore découvert, et ils étaient déjà infiltrés. Thomas a appelé à 6h03 précise. Ce n'est pas Julien, dit-il. Le message a été dérouté par 6 serveurs fantômes, mais l'adresse IP d'origine provient d'une propriété appartenant à Élodie, achetée il y a 3 ans sous le nom d'une société écran. Et devinez quoi ? J'avais déjà une longueur d'avance. Ce n'est pas Julien qui avait envoyé le message. C'était elle. Et ce n'est pas tout, continua Thomas. Il y a plus. Élodie a vidé lentement le compte joint, mais pas pour elle-même. Elle a transféré les fonds vers un compte lié à la fiducie offshore de ton défunt père. La même fiducie dont tu avais été écarté. Je suis restée immobile. Elle savait, murmurai-je. Elle savait tout. Thomas a confirmé, elle jouait sur les 2 tableaux depuis le début. Je me suis levée, je suis allée à mon coffre-fort et j'ai sorti l'original du testament que mon père avait laissé avant qu'Élodie ne le convainque de le réviser. J'en avais gardé une copie enterrée et oubliée jusqu'à présent. Le testament original listait 2 bénéficiaires, moi et des héritiers à déterminer. Julien n'avait jamais été légalement retiré. Les modifications d'Élodie n'avaient jamais été notariées. Et cet atelier que Julien protégeait, il contenait des documents, des registres, des déclarations et même des lettres que mon père avait écrites prouvant la manipulation d'Élodie au fil des ans. J'ai tout rassemblé et je suis entrée dans le bureau de mon avocat cet après-midi-là. Il a jeté un seul coup d'œil aux documents et a dit « Vous allez devenir le propriétaire de tout ce qu'elle a essayé de vous voler. » Ce soir-là, Élodie est rentrée chez elle pour trouver un simple carton sur son perron. À l'intérieur se trouvait le téléphone prépayé, la photo d'elle et de Julien, et une note « Tu as oublié qui t'avait appris à jouer à ce jeu. »